Grève dans l'enseignement supérieur nigérien. Les enseignants qui exigent l'élection des recteurs ont entamé la 3e semaine du mouvement. Attaque contre des bases militaires en République démocratique du Congo ce week-end. Bilan 11 morts, dont des militaires. Le Front de libération Oromo a tenu un meeting ce week-end en Éthiopie. Des milliers de personnes ont accueilli le retour de dirigeants du groupement. Voilà pour le sommaire. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Les enseignants des différentes universités du Niger ont entamé ce lundi leur 3e semaine de grève. Ils protestent contre la nomination politique des recteurs et exigent plutôt qu'ils soient élus. On fait le point avec Abdul Karim Mahamadou. Le bras de fer entre les enseignants, chercheurs et le gouvernement nigérien se poursuit après l'échec du dialogue entamé entre les deux parties. Le gouvernement a décidé de ne pas céder aux exigences des enseignants, à savoir l'élection des recteurs des universités. Les enseignants ont alors durci le mouvement à travers une 3e grève d'une semaine reconductible. Ils font de la satisfaction de leurs revendications une question d'honneur. Se félicite de la mobilisation sans faille, de l'engagement et de la détermination des militantes et militants pour l'aboutissement de ces justes et légitimes revendications. Exige du gouvernement la poursuite du processus électoral illégalement et brusquement interrompu à l'université Ndek de Maradi. Exige du gouvernement l'adoption d'une loi de programmation à même de résoudre les problèmes récurrents d'infrastructures, de ressources humaines et financières, problèmes à l'origine des retards académiques. Perdant dans cette lutte, les étudiants appellent au dialogue et soutiennent leurs enseignants car pour eux, le politique n'a pas sa place à l'université. Étudiants qui suivent plus de 3 mois de grève durant l'année, plus de 4 mois de grève durant l'année, parce que s'il faut faire les cumuls des jours de grève, malheureusement on n'arrive pas à avoir les 9 mois. Et ce qui fait en sorte que plus on cherche à corriger et malheureusement on s'engouffre encore dans le retard, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui un étudiant au lieu de faire 3 ans pour avoir la licence, il faut nécessairement faire 6 ans pour avoir la licence parce que le délai n'est pas respecté. Et vous voyez, vous conviendrez avec moi que l'État est en train de perdre, l'étudiant il est en train de perdre et le citoyen il est en train de perdre parce qu'il envoie son enfant pour 3 ans et il se retrouve avec 6 ans RAS. Ce qu'ils sont en train de faire est légitime. Oui, parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'arriéré, ce n'est pas bien qu'un enseignant-chercheur part enseigner et voilà des mois, il n'a pas de salaire. Concernant aussi leur motif d'élection au niveau de l'université de Maradi, aujourd'hui, c'est tout à fait normal parce que quand on va laisser le politicien nommer en tout cas ces gens, excusez-moi du terme, donc à l'université, c'est déplorable parce que se permettre d'une part, en tout cas aux politiques de rentrer à l'université avec toutes les conséquences, autant pour moi que cela engendre. Intransigeant dans sa position, le ministre de l'Enseignement supérieur a ordonné de coupure sur les salaires des enseignants pour fait de grève, ce qui pour le syndicat est loin d'émousser leur aile. Au Soudan, le président Omar el-Béchir a présidé la cérémonie de prestation de serment du nouveau cabinet composé de 21 membres. C'était au palais présidentiel de Khartoum. Voici les détails. Après le limogeage du cabinet sortant par le président Omar el-Béchir, le parti au pouvoir au Soudan a dévoilé la composition du nouveau gouvernement. Plusieurs ministres du gouvernement précédent font partie du nouveau. Mais le ministre des Finances, Mohamed Osman Al-Rikabi, a été remplacé par Abdallah Hamdok, alors que Ahmed Bilal a été nommé ministre de l'Intérieur. Nous avons une matrice mécanique et électrique et nous avons besoin de pièces de rechange et de maintenance car vous savez que tous ont des problèmes. Nous importons également 40% de nos besoins pour lesquels nous avons besoin de devises étrangères et tout le monde au Soudan connaît la situation des devises étrangères. Les membres du nouveau gouvernement, formé de 21 ministres, doivent avoir leur première réunion ce lundi. En Éthiopie, des dizaines de milliers de personnes ont accueilli à Addis Abeba le retour de dirigeants du Front de libération Oromo. Il s'agit d'un groupe de rebelles qui a bénéficié de la politique réformatrice du nouveau gouvernement éthiopien. Suivez la réaction de quelques militants du Front. We are support the OLF because of
Nous soutenons le Front de libération Oromo en raison de leur lutte pour l'égalité culturelle, l'identité de toutes les nationalités éthiopiennes et nationales, en particulier pour le peuple Oromo. L'avenir sera bon. Si les partis discutent également pour leur culture et leur peuple, l'avenir est brillant et bon. À partir de 1997, j'ai commencé à suivre le Front de libération Oromo parce que mon père est mort pour ce drapeau. Il n'y a pas d'égalité en Éthiopie. Il y a différentes cultures et identités, mais notre culture est diminuée et mal aimée. Our culture is decreased and it is not love. Happiness today, Nous ne sommes pas heureux aujourd'hui. Pendant 50 ans, nous nous sommes tus. D'autres nous ont tués. Mais aujourd'hui est notre jour heureux. Today is our happy day. We're very, very happy. En Mauritanie, dans l'attente des résultats du second tour des élections législatives, régionales et municipales qui se sont tenues samedi dernier, la commission électorale a donné ce dimanche les premières tendances. La totalité des résultats devrait être connue au plus tard demain soir. Voici le reportage. Le parti au pouvoir en Mauritanie a difficilement gagné les élections municipales et régionales à Nouakchott et remporté tous les sièges au second tour du scrutin législatif qui s'est tenu samedi dernier. Selon les premiers résultats annoncés dimanche, le parti du président Mohamed Ould Abdelaziz, l'Union pour la République, qui avait remporté 67 des 131 sièges de députés pourvus au premier tour le 1er septembre dernier, a raflé les 22 qui étaient encore en jeu samedi. Avec ce score, le parti au pouvoir s'assure ainsi une majorité absolue de 89 sièges sur 157 à l'Assemblée nationale, les 4 restants réservés aux Mauritaniens de l'étranger devant être pourvus par un vote ultérieur des députés. En revanche, à Nouakchott, l'UPR a arraché le conseil régional avec environ 1 point de pourcentage devant le parti islamiste Tewassoul, à la tête d'une coalition de l'opposition radicale pour ce scrutin dans la capitale. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante, Mostafa Sidel Mokhtar. Sur le plan municipal, le parti au pouvoir a remporté 6 des 9 communes de Nouakchott, parfois avec des écarts de quelques dizaines de voix, améliorant toutefois sa position par rapport aux 5 qu'il détenait depuis 2013. La CENI, qui continue ses opérations de compilation des résultats, prévoit d'annoncer les résultats complets, portant notamment sur une centaine de mairies en jeu au second tour en début de semaine. En République démocratique du Congo, 11 personnes, dont des militaires, ont été tuées dans la nuit de samedi à dimanche. Elles ont trouvé la mort lors d'attaques de 3 positions des forces armées congolaises dans le territoire de Djougou, au sud de Kivu. Voici le reportage. Plusieurs attaques ont été menées simultanément contre 3 positions de l'armée en RD Congo ce week-end. Elles ont eu lieu dans le territoire de Djougou, au sud Kivu, occupé par des unités de la force navale des FARDC. Selon des sources sécuritaires, les assaillants lourdement armés ont d'abord attaqué la position des marins à Mouvaramu, puis celle de Songamoya et Tara. Notons que toutes ces localités se trouvent au bord du lac Albert. Il s'en est suivi un échange de tirs entre les deux camps pendant plusieurs heures. Il s'agirait d'un affrontement entre l'armée congolaise et une coalition de rebelles, Yakutumba, du nom d'un ex-général déserteur qui s'oppose au président Joseph Kabila, et de rebelles Malaika, qui veut dire ange en swahili. Le bilan fait état de 8 militaires FARDC et 3 civils tués par les assaillants. 4 autres militaires ont été capturés et une arme AK-47 a été récupérée par les combattants. L'administrateur du territoire de Djougou a confirmé ces attaques sans toutefois donner plus de détails. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a prononcé le discours d'ouverture de la 19e conférence commémorative annuelle de Steve Biko. À cette occasion, il a déclaré que son pays ne devrait pas être aveuglé par la corruption, faisant référence à la famille Gupta qui est accusée de corruption dans ses rapports avec le gouvernement de l'ex-président Jacob Zuma. On l'écoute. Il est bien d'avoir cette conférence lorsque nous célébrons le centenaire de Nelson Mandela et Mama Albertina Sissoulu.
Madiba avait beaucoup de respect pour Steve Biko et dans nos discussions, il parlait souvent très affectueusement de Steve Biko et déplorait son départ prématuré de notre terre. La conscience noire met l'accent sur le mode de vie que les opprimés de l'apartheid devraient adopter pour incarner un esprit libéré. Aussi sidérés que nous soyons par l'audace dévastatrice d'une famille et de ses associés, nous ne devrions pas être aveuglés par la corruption qui s'est installée dans de nombreuses institutions gouvernementales. Hors de l'Afrique, direction les États-Unis, où le candidat conservateur de Donald Trump à la Cour suprême est accusé d'agression sexuelle dans les années 1980 alors qu'il était ivre. Brett Kavanaugh est sous le coup du témoignage d'une professeure universitaire sortie de l'anonymat pour l'accuser. Voici les précisions. Brett Kavanaugh, le candidat de Donald Trump à la Cour suprême, est aux prises avec une accusation d'agression sexuelle. Le candidat conservateur du président américain était ce dimanche sous le coup du témoignage public d'une femme l'accusant d'agression sexuelle dans les années 80 alors qu'il était encore lycéen. Des accusations réfutées par le magistrat conservateur et ancien conseiller du président George Bush. Ce scandale promet de perturber la confirmation du juge américain par le Sénat américain. À la tombée de la nouvelle, les démocrates ont exigé le report du vote au Sénat sur sa confirmation. Brett Kavanaugh pourrait, s'il est confirmé à ce poste à vie, faire basculer pendant au moins une génération l'équilibre de la Cour suprême. Les républicains disposent d'une très courte majorité au Sénat qui a le dernier mot sur les candidats désignés par le président américain. Les élections parlementaires qui pourraient voir les démocrates prendre la majorité au Congrès américain auront lieu dans 2 mois. Un vote en commission sénatoriale est prévu jeudi sur la confirmation de Brett Kavanaugh avant le vote final en séance plénière qui pourrait intervenir dès fin septembre. Voilà, c'est sur cette note des États-Unis que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite au programme sur Sika. À bientôt. Au revoir.